vous présenter une situation qu'on a travaillée vraiment en partenariat. Et c'est ce que vous pouvez voir en fait d'emblée sur la diapo d'introduction avec les logos des différents justement partenaires qui ont participé à l'accompagnement de Bertrand. Et qui permet aussi de faire un lien avec l'introduction de ce matin entre l'hôpital de Niort et la DAPEI 79, qui a quand même un historique de partenariat assez important, notamment sur les questions du handicap et de l'accompagnement de l'environnement. Donc on y va. Donc qui sommes-nous? Donc nous sommes, je représente du coup l'Institut du handicap psychique, qui est une entité de l'hôpital de Niort, qui regroupe en fait le réseau de réhabilitation de proximité, le CEA, donc le Centre Expertise Autisme Adulte, et Handisanté. Donc comme vous le voyez, effectivement, on est déjà dans une perspective dimensionnelle au niveau des différents services. Et puis, donc le service d'accompagnement à la vie sociale de la DAPEI 79, donc on travaille sur tout le territoire. On accompagne des adultes qui ont une orientation de la MDPH. Donc on les accompagne au niveau du logement, administratif, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs et aussi la recherche de solutions spécialisées. Et donc notre présentation, elle va suivre ces différentes étapes-là, où on va voir en fait au fur et à mesure le parcours de Bertrand et les différentes orientations en fait avec les services du territoire. Donc d'abord, on commence avec quelques éléments d'anamnèse. Donc pour Bertrand, il y a un repérage qui se fait vers 6 ans, à l'entrée à l'école primaire, avec au premier plan, l'équipe éducative remarque un repli social très marqué et des difficultés vraiment sur le plan moteur. Donc ce repérage permet un bilan pluridisciplinaire au CMPP et ce bilan corrobore en fait des difficultés très sévères, notamment au niveau graphique. Ces éléments sont pris en compte, il y a une adaptation, mais finalement la complexité de la clinique ne permet pas d'avoir une vision suffisamment globale des difficultés dont souffre Bertrand. Donc il y a une consultation dite spécialisée vers 11 ans, donc en CM2, sur les troubles du neurodéveloppement, qui effectivement, avec un jeune homme de 11 ans qui est très 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 inhibé et qui est par ailleurs mutique. Donc d'emblée, pour la question de l'évaluation, ça pose de nombreuses questions et une nécessaire adaptation. Donc les outils choisis, en fait, ont permis vraiment de mettre en évidence une préservation des capacités intellectuelles, voire vraiment un intérêt pour le raisonnement et l'analyse sur du matériel perceptif, des difficultés d'expression orale, mais qui ne sont pas du tout en lien avec des difficultés structurelles du langage oral, mais bien des difficultés d'initiative en fait, de l'expression orale et de l'interaction sociale. Des difficultés graphomotrices effectivement, et puis surtout une grande lenteur. Donc à partir de ça, et finalement assez précocement, il y a des projets personnalisés de scolarisation qui sont mis en œuvre avec des outils d'adaptation et puis des moyens de contournement. Et finalement, ce qui revient dès lors et dès 6 ans, ce qu'on observe, c'est que Bertrand, il ne se mobilise que lorsque les choses le motivent. Et on va voir que c'est une phrase en fait qui va revenir sur tout son parcours, qui va bien en fait constituer le cœur de ses difficultés. Donc au niveau de sa scolarité, donc c'est un adulte aujourd'hui, on a finalement assez peu d'éléments sur sa trajectoire de vie. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vraie dynamique en fait au niveau de son accompagnement. Et puis voilà, des dossiers MDPH, un accompagnement CESAD, il y a vraiment des choses qui se passent. Malgré tout, il y a vraiment le mutisme et puis des difficultés relationnelles avec ses pairs et même avec des adultes qui restent au premier plan. Donc voilà, il y a une orientation qui se fait donc au CEA avec la question est-ce qu'il n'y aurait pas, en plus de toutes ces difficultés cognitives et développementales, un trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est à 19 ans qu'on rencontre Bertrand pour la première fois. Donc on réalise des évaluations diagnostiques avec notre démarche habituelle en fait, un premier contact, des évaluations d'aide au diagnostic avec les outils recommandés et standardisés pour cela et un bilan neuropsychologique. Sauf qu'on se rend bien compte que nos outils conçus, la particularité de Bertrand met vraiment en exergue les faiblesses des outils, puisque effectivement quand on a quelqu'un d'extrêmement replié et d'inhibé sur lui-même, la passation d'une ADOS est quand même compliquée.
On a aussi utilisé l'ADI et puis le bilan neuropsychologique qui a permis finalement d'observer un autre Bertrand, puisque entre nous deux, il y avait bien des outils neuropsychologiques qui l'intéressaient. Et c'est grâce à ces outils-là qu'on a pu observer des sourires, une interaction, des regards, etc. Donc finalement, la DOS, elle a plutôt été réalisée pendant une passation d'une VICE que pendant la DOS elle-même. Donc nos conclusions, avant d'en arriver là, on a quand même beaucoup échangé. Les collègues qui étaient aussi dans la situation ont vraiment mesuré la difficulté d'interprétation des outils. Il a été décidé finalement de ne pas utiliser les scores, l'algorithme de la DOS devant l'inadaptation de l'outil à la personne qu'on avait en face. Donc on conclut à l'élimination en fait d'un trouble du spectre de l'autisme, mais quand même en mettant en évidence des difficultés d'interaction sociale qui sont bien celles qui le handicapent de façon majeure au moment où on le rencontre et dans sa trajectoire développementale. On note de nouveau une lenteur très importante qui diffuse finalement dans tous les domaines, des difficultés graphomotrices bien sûr et des difficultés exécutives. Et ce sur quoi on veut vraiment insister, ce sont les répercussions fonctionnelles, c'est-à-dire que Bertrand il est vraiment dans une situation de handicap et que cela touche vraiment différents domaines de sa vie. Et on note également des éléments de vulnérabilité psychologique. Donc par rapport à tous ces éléments, voilà, on propose des orientations à Bertrand et à sa famille. Une orientation au réseau Réhab, voilà, avec l'idée peut-être d'un travail autour des habiletés sociales, donc un objectif plutôt à long terme, mais d'essayer de fouiller un petit peu cette piste-là. On oriente aussi les parents et puis Bertrand vers un dispositif d'accompagnement au projet professionnel pour vraiment une prise en compte de ces situations de handicap et puis un suivi thérapeutique individuel. Donc ensuite, il y a un relais qui se fait assez naturellement au réseau Réhab, qui reçoit en fait de façon simultanée également une demande du médecin psychiatre qui a reçu Bertrand suite à notre proposition de reprise de suivi individuel. C'est pareil, les démarches habituelles et le process habituel a vite rencontré des difficultés. Donc les collègues se sont vraiment remis en question et ont fait vraiment une adaptation de leur accompagnement. On a repris contact et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, il fallait vraiment un médiateur entre le professionnel et Bertrand pour qu'il y ait des choses qui puissent se passer. Donc ils ont vraiment utilisé des jeux de société, des choses vers lesquelles Bertrand était intéressé. Et au fur et à mesure de cette alliance thérapeutique, il y a vraiment eu l'émergence d'une demande qui a permis la réunion en synthèse des différents professionnels de Bertrand et de sa famille. Et l'un des éléments de ce projet personnalisé, ça a été effectivement donc du travail thérapeutique, que ce soit au niveau familial qu'au niveau individuel, mais également la nécessité d'un accompagnement durable et au quotidien de Bertrand. Donc, naturellement, il y a eu un travail de liaison avec la MDPH et donc, voilà, un travail sur une orientation SAVS. Donc, la commande du réseau Réhab, c'était d'évaluer si Bertrand pouvait être accompagné par un SAVS, si possible un couple éducatif, un homme, une femme. Arriver à créer une relation de confiance, faire émerger des demandes, travailler avec la famille. D'habitude, on fait les entretiens d'évaluation face à face. Là, ce n'était pas du tout adapté. Donc, pour Bertrand, on a proposé juste une balade en bord de Sèvres. On a fait aussi des pique-niques. Alors, un pique-nique, voilà, c'est où on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. Il va falloir acheter quand même ce qu'on va manger, faire un choix. Tout ça, c'était des choses quand même très difficiles. Mais pendant ces moments un petit peu informels, Bertrand pouvait un petit peu plus parler de lui et de son histoire. Des demandes techniques émergent, par exemple le montage d'un petit meuble. Bertrand se montre entreprenant, causeur, plutôt à droite de ses mains, me faisant même remarquer que j'avais monté un plateau à l'envers. Nous sollicitons l'hôpital pour pouvoir utiliser l'appartement d'essai. Que des situations stressantes pour Bertrand. Choix du menu, repérage et choix des aliments dans les rayons, gestion du passage en caisse avec la peur d'être trop lent, de gêner. Bertrand nous dira plus tard qu'on lui crée un stress positif. Lors de ces repas, nous observons la difficulté de Bertrand au contact des aliments, de la mousse, du produit vaisselle. Nous interpellons le CEA au sujet de cette sensibilité.
Donc voilà, nous sommes interpellés et donc vraiment à la question que la collègue me pose, je me dis, est-ce qu'on n'a pas déjà investigué cette sphère quand même dans nos bilans? Donc effectivement, dans la carte qu'on avait proposée à un membre de la famille, on avait quelques éléments. Mais ce dont on s'est rendu compte après, c'est que Bertrand, à la maison, il était très peu mis en action en fait au quotidien. Il n'y avait pas de tâches de cuisine, de ménage, etc. Et que lui, étant mutique et ayant une difficulté à décrire ses propres ressentis, il ne pouvait pas en dire grand-chose. Donc vraiment, c'était avec cette alliance qui a été créée par le SAVS qu'on s'est dit, on y retourne. Donc il a fallu trouver un outil que je voulais, un auto-questionnaire. Donc on a utilisé l'auto-questionnaire de Dunn pour adultes, dont le manuel n'est pas traduit en français. Donc ça a demandé une petite adaptation. Et puis également un questionnaire indirect avec l'ESA, donc l'évaluation sensorielle de l'adulte avec autisme. Donc Bertrand se prête facilement au jeu, il se montre bon connaisseur de lui-même, pouvant même reprocher au questionnaire de ne pas être assez nuancé. Oui, non, mais c'est pas comme ça tout à fait. Donc on continue un peu les situations stressantes. Donc on propose à Bertrand de faire un essai en logement autonome avec, dans le cadre du SAVS, là, de l'EPCNPH qui ont un appartement d'essai. Aucun problème au niveau de la gestion du logement, les repas, il arrive à se les faire tout seul. La seule difficulté, c'était quand même de sortir seul, en dehors des sollicitations de l'équipe. On a travaillé un petit peu sur l'autonomisation pour pas que tout passe pas par maman. Donc gestion de son agenda personnel, téléphone portable personnel, ordinateur personnel, où il se permet de mettre un mot de passe. On a mis en place avec Bertrand des MISP, c'est des stages organisés par l'MDPH au niveau de 2 ESAT à Niort. Là, il a dû gérer ses levées. Les trajets avec le Mobitane, c'est un service individualisé pour les personnes handicapées, ce qu'on gère avec SMS, tout ça, il l'a super bien géré. Voilà. Lors de son 2e stage, pareil, le boulot s'est très bien passé. La seule difficulté pour lui, c'était la gestion des repas et surtout manger au self avec tout le monde. Donc, une des solutions pour ne plus être obligé de manger avec tout le monde, de ne plus utiliser de Mobitane, c'était de passer le permis. Donc, ces expériences lui ont permis d'envisager de passer son permis. Il a obtenu son code du premier coup et prend actuellement des leçons de conduite. Donc, les points importants quand même voilà, c'est le temps, le faire avec et toujours essayer de trouver un médiateur pour Bertrand. Donc avec effectivement un gain énorme aujourd'hui sur la notion d'autodétermination. Donc pour conclure, un petit schéma intriqué. Il y a des éléments vraiment, des principes fondamentaux en fait dans l'évolution de Bertrand par rapport à comment on l'a connu et comment il est aujourd'hui avec tout ce qui gravite autour de lui. Donc vraiment la qualité du lien partenarial, on pense que c'est un des facteurs favorables. Le stress positif qu'il a nommé, c'est assez intéressant parce que justement au vu de ses difficultés, lui, à se mettre en route et à avoir besoin d'un starter, là on voit qu'il a trouvé quelque chose qui le coach et qui le motive et que dans ces situations-là, il arrive énormément à mettre, toutes ces potentialités peuvent être utilisées. La notion d'hyper-adaptabilité, je pense qu'on vous l'a montré dans les différentes étapes, les outils, l'interaction, les questions, les process, l'institution, tout a été revu. Et puis surtout beaucoup de temps. Donc en fait, ce diagnostic fonctionnel qu'on a fait au fur et à mesure, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à se dire, mais Bertrand, est-ce qu'il appartient à une catégorie nosographique? On n'en est pas bien sûr. Par contre, on a défini vraiment quelles étaient ses ressources, ses capacités, mais aussi quels étaient ses freins, obstacles à vraiment une qualité de vie. Et ce qu'on voulait dire, c'est que toute l'énergie qu'on a mis dans ce diagnostic fonctionnel, il a vraiment permis toute cette évolution-là et que ça aurait été dommage de la dépenser de façon trop importante sur un diagnostic catégoriel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester sur scène parce qu'il est le temps des questions. Donc voilà, on va faire remonter les Pierre-Yves. Je ne sais pas où il est, Pierre-Yves. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que, vu l'heure, il est 18h16. Donc, on va faire un temps de questions. Et l'intervention qu'on avait prévue, Eric Hérissé et moi-même sur Handi Santé,
Si on a le temps, on vous la fera demain, parce qu'on estime que la journée a été assez riche. Et voilà. Et on arrive à l'heure à peu près. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et puis voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, on était sur quelque chose d'extrêmement pratique, pragmatique que vous avez l'occasion de vivre. Allez, je vais initier les questions. Alors, j'ai une question pour les 3 premières intervenantes. Donc, alors, je me souviens plus le prénom de l'enfant, mais ça n'a aucune importance. Vous proposez donc un diagnostic de TND complexe. Donc, qu'est-ce qui est complexe? C'est le TND, c'est l'association entre les deux troubles de l'attention, troubles de l'attention, troubles du langage. Est-ce que c'est la démarche des diagnostics? Bon, vous voyez, cette notion de TND complexe, elle me pose question. C'est-à-dire que, d'abord, c'est l'association de 2 TND, c'est pas un TND. Bon. Et ensuite, quand même, dans les démarches diagnostiques classiques, on vous demande de hiérarchiser, c'est-à-dire de dire ce qui est primaire et ce qui est secondaire. Donc, dans le cas présent, est-ce que c'est les troubles de l'attention, c'est les troubles du langage, etc. Bon, il faut se prononcer là-dessus. Et puis, ma dernière question, c'est que vous avez éliminé le TSA, donc avec une ADI qui était négative et puis une ADOS qui était positive, même si elle était limite. Quel est l'argument qui a présidé au fait de privilégier l'ADI par rapport à l'ADOS? Est-ce que ça va? Ça fait beaucoup de questions là. Ah non, moi je veux pas te faire. Alors, ce qui me semble complexe pour Yanis, c'est l'association en fait de ces 2 troubles neurodéveloppementaux, à la fois le TDAH et le trouble structurel du langage. Ce qui nous a permis d'écarter quand même le diagnostic, c'est aussi la clinique, parce que c'était un enfant qui pouvait quand même être dans l'interaction, qui pouvait, au niveau des... On n'en a pas trop parlé, mais de la cognition sociale qui n'était pas si mauvais que ça, finalement. On a fait l'hypothèse, en tout cas, que ce qui le gênait dans l'interaction, c'était cette impulsivité, que c'était cette agitation et que c'était aussi les troubles du langage qui freinaient aussi la compréhension parce qu'il est atteint aussi sur le plan réceptif. Hein. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis d'écarter le TSA. C'est la clinique, on sait qu'on ne peut pas s'appuyer que sur la DI et la dose. On sait bien que c'est important aussi de s'appuyer sur la clinique. Alors après, c'est toujours compliqué de dire qu'est-ce qui est primaire, secondaire. Enfin, depuis... Je crois que je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, mais... Est-ce que ça vous va un peu? Il est là. Le micro. Donc, d'autres questions? Ah, voilà, Alain. Ah. Moi, je voulais juste remercier le CEA d'avoir pris en charge Bertrand, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu à 11 ans, je me disais on est mal barré avec cet enfant qui avait un excès d'inhibition absolument massive, et je pense qu'il a un sluggish syndrome. Et il fallait trouver des gens qui considèrent d'une part que seule une automotivation à faire des choses pouvait le sortir de ce marasme, et pour ça il faut un coach. Et dans nos habitudes de fonctionnement dans les services médico-sociaux et sanitaires, l'idée du coach, c'était pas gagné. Et dans un livre, j'avais décrit 2 situations similaires. La deuxième, c'est une jeune fille qu'on a présentée à Angoulême il y a quelques années. Et en fait, pour la jeune fille, ce qui avait sauvé son évolution, c'était aussi un éducateur. Donc bravo les éducateurs.